Et on a eu un problème avec UNICEF pour l'avoir dénoncé. Voilà, je donne cet exemple concret, parce que du coup, on a un exemple où UNICEF, les Nations Unies, une agence internationale certifiée, fait qu'à un moment donné, c'est important, c'est-à-dire on est quand même dans un cadre institutionnel. On est une ONG, lambda, donc non institutionnalisée. Voilà, c'est un exemple concret qui fait que le certificat ne donne pas forcément une raison absolue dans l'aboutissement des dépenses, par exemple, pour parler que financièrement parlant. Ce qui a quand même conduit le CIF, là c'est le sérieux d'une organisation qui se revendique comme telle, de rembourser à UNICEF la part qui avait été détournée, de financer malgré tout le programme en fin de course avec des fonds propres, donc ça faisait 3 fois 200 000 euros en gros, puisqu'il y avait eu 200 000 euros détournés, 600 000 euros en fin de course. Et ce qui nous a été dit en dernière instance, c'est que notre problème n'était pas spécifique. C'est qu'en Haïti, c'était un problème généralisé, que s'il était dénoncé à un moment donné, on allait stigmatiser le travail des ONG sur Haïti. Que ce problème-là était relativement général. Donc ça, c'est un problème de fond, qui est lié aux financements internationaux, qui est lié au financement de l'humanitaire, et qui n'a rien à voir avec les ONG, en l'occurrence, dans le premier cas de figure. L'ONG, là, en l'occurrence, a été victime d'un procès général. Premier point. Second point, on est au Mali. Au Mali, la coordination voudrait être globalement chapeautée aujourd'hui par une structure stratégique, militaro-humanitaire. C'est pas dit comme tel, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les forces de proposition qu'on va effectuer, c'est oui, mais, oui, mais, oui, mais, vous ne pouvez pas aller là, ou alors il faut vous coordonner avec les militaros, etc. Donc ça, c'est le deuxième point qui fait que le certificat, à un moment donné, à qui il sera donné et pourquoi? Pour quel motif? Pour quelle raison? Et c'est le dernier point, effectivement, ce que vous disiez, c'est que l'humanitaire reste quand même l'humanitaire, pour rejoindre votre réflexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des bons et des mauvais humanitaires. Mais l'humanitaire, c'est pas institutionnel. C'est une démarche humaine vers l'humain. C'est ça l'humanitaire à la base. Donc comment organiser cette démarche de l'humain à l'humain sans que cet humanisme qui conduit à l'action humanitaire ne devienne trop institutionnel, professionnel et finalement sorte des clous de l'humanitaire? Question, alors je crois récurrente, dans tous les débats depuis 15 ans, 20 ans, autour de l'humanitaire. On est toujours dans cette double tension, qui est la tension de l'accès au maximum à l'humanisme et à l'humanitaire, et en même temps de ce besoin de reconnaître les siens au milieu de tout ça. Alain Boinet, peut-être, voulait... Ah, je ne vous voyais pas. Allez-y. Bonjour, Anne Desmarais. On parle de certification de l'action humanitaire. Jusqu'à présent, j'ai entendu beaucoup d'exemples à l'appui du débat issus de l'urgence. Haïti, Pakistan, tsunami, Rwanda, etc. Donc je me pose la question de savoir est-ce que la certification va concerner toute l'action humanitaire ou se limiter à l'urgence? Si elle concerne toute l'action humanitaire, allons-nous différencier la certification de l'urgence et des actions de développement? Si oui, comment? Est-ce que la certification tente aussi à répondre peut-être à un manque de temps en temps du respect de l'éthique dans nos actions? Quelquefois, on manque d'éthique parce que justement, on intervient rapidement. Voilà. Très bien. On va peut-être prendre une remarque d'Alain Boinet et ensuite on répondra effectivement, on réagira à tout ce que vous avez dit. Oui, Alain Boinet, Solidarité Internationale. Quelques remarques, mais qui sont au fond autant de questions. Ça n'est que le début du débat. D'abord, on a évoqué le Rwanda, les Balkans, en disant que l'aide humanitaire n'avait pas été parfaite. Je ne sais pas si elle a été si mauvaise que ça, parce que quand on se souvient du contexte ou des contextes dans lesquels on est intervenu au Rwanda au moment du génocide et en Bosnie pendant la guerre, il faut voir le contexte dans lequel on était.
Il y avait beaucoup d'acteurs, mais pas forcément trop, parce que c'était quand même difficile. Et puis, au fond, la question qu'on peut se poser, c'est, si on repense à ces deux pays, c'est tout le dispositif international qui prévalait sur le terrain. Parce que nous, on est pris dans un contexte. Il y a eu le génocide, il y avait la minuit noire. On se souvient de la minuit noire de 1700 hommes, le général Raoul Dallaire qui quitte les lieux au moment du génocide. Donc, la Fort-Pronu, en Bosnie. Donc on pourrait se dire, est-ce que l'analyse que l'on fait qui concerne les humanitaires, est-ce qu'elle ne concerne pas d'abord et avant tout les Nations Unies, la communauté internationale? On n'est pas des acteurs seuls, agissant au milieu de nulle part et sans autres intervenants. Et nous, le contexte détermine beaucoup voilà, nos capacités d'action, nos contraintes. Donc voilà, c'est peut-être aussi une question plus globale que celle des humanitaires. Le deuxième point, et je rejoins Luciano, c'est que nous, sur l'international, on est né hors normes. Donc on tient beaucoup à la diversité des acteurs et au droit d'initiative. Je veux dire par là que quand on a commencé en 80 en Afghanistan, la norme, c'était de rester du même côté de la frontière, c'est-à-dire du côté des réfugiés, c'est-à-dire au Pakistan, c'était pas d'aller de l'autre côté. Donc je crois que le devoir d'initiative, indépendamment de la certification, je dis que toutes les normes peuvent être aussi des limites et des frontières à ce qu'on a voulu dépasser. Et je rebondirais sur la Syrie en disant effectivement, est-ce que la question Syrie, c'est la certification ou est-ce que c'est les 2 ou 3 millions de déplacés qui se trouvent au nord d'Alep, hein? Nous, ça fait depuis novembre qu'on a présenté des projets à une quinzaine d'organisations internationales, on n'a pas reçu un centime. Donc, on a inventé le mouvement sans frontières, mais aujourd'hui, les quelques millions de déplacés qui se trouvent au nord d'Alep, ils ont tout juste droit à pas grand-chose en termes d'aide internationale. Donc, moi, je trouve que c'est comme le projet Sphère. Je m'en souviens du débat qu'on a eu à l'époque. Très intéressant, cette approche un peu quantitative, qui a son intérêt. Mais il faut vraiment resituer tout ce qu'on fait dans les contextes, quoi. Alors, où je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, c'est que la grande question, c'est la qualité. La grande question, c'est la coordination. Que parfois, il y a trop d'acteurs, que quand il y a trop d'argent, ça ne rend pas intelligent, comme disait URD, à juste titre. Mais que le Kivu, c'est pas la Suisse, quoi. Et que les restaurants en Suisse, certainement, ne sont pas les mêmes que les restaurants au Kivu, et qu'il en est de même pour les humanitaires, selon qu'on est en Suisse, au Kivu ou dans la région de Kandahar, quoi. Donc, moi, je crois qu'il faut ramener la certification quand même. Alors, on a besoin de plus de qualité, on a besoin de plus de coordination intelligente, efficace. Et la certification, il faut vraiment la concevoir dans un environnement où on n'est pas tout seul, et où les contraintes et les enjeux, les difficultés sont considérables. Mais ce sont des questions. C'est pour vous questionner. Merci Alain pour toutes ces questions. Je me retourne vers Fabricio. Alors, vous avez entendu nos 4 intervenants. Bon, alors il y a une demande effectivement en quoi ça concerne, qui ça concerne, tout ça. Et puis il y a surtout le volet qu'on ouvre maintenant tous ensemble, qui est sur quoi ça doit porter. Donc peut-être une première remarque. Première remarque. Commençons par Genève. Je veux dire que je sois à Genève ou à Goma, quand je bois de l'eau, je veux qu'elle soit propre. Et je veux dire que je sois à Goma ou à Genève, la dysenterie, je l'ai. Ou, dans le pire des cas, le choléra, je l'ai, où que je sois. Donc moi, les standards, n'oublions pas, ce sont des standards minimums. Je veux dire, on ne parle pas, les standards ont été conçus non pas comme un idéal à atteindre, mais comme quelque chose de très basique. Les principes SPHERE, c'est minimum. Donc, à mon avis, si on se pose des questions sur le fait que ces standards-là seraient difficiles à appliquer et rajouteraient encore de la bureaucratie, moi, la question que je me pose, mais si on n'est pas prêt à respecter ces minimums-là, qu'est-ce qu'on fait, j'ai envie de dire? Alors, oui, droit d'initiative, très bien, mais il y a quand même, je veux dire, un minimum à... Enfin, j'ai répété 3 fois le mot là, mais il me semble quand même qu'il faut remettre la certification et les standards à leur juste dimension. On ne parle pas tout d'un coup de développer des concepts super sophistiqués. On demande juste, et c'est la réflexion qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des standards existants, c'est des standards minimaux, qu'on essaie au moins d'appliquer cela. Alors, urgence, alors qu'est-ce qui va être certifié? Alors, moi, ce qui me paraît clair, c'est que pour moi, en tant que délégué CICR, le développement ne fait pas partie de l'humanitaire. Mais voilà, ça c'est, on va dire, mon point de départ en tant que délégué CICR. On a parlé au début du droit international humanitaire. Rappel, le droit international humanitaire, c'est le droit des conflits armés. Okay? Et
moi, je ne suis pas un acteur de développement, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la tradition, je n'ai pas la culture. Moi, je fais de l'humanitaire. Alors, l'humanitaire aujourd'hui, ce n'est pas que l'urgence. C'est également des situations comme l'Afghanistan, où on a des phases de stabilité avec des pics d'urgence. Et donc, on doit évoluer avec notre état d'esprit urgentiste, on va dire, dans un environnement plus compliqué, plus difficile à déchiffrer. Pour ce qui est de la certification, il y a ce débat de se dire, tiens, est-ce qu'au lieu de vouloir certifier tout d'un coup, on ne devrait peut-être pas, dans un premier temps, juste certifier l'urgence, quitte à ce qu'ensuite, on développe ça pour d'autres situations. Parce que là, on peut parler conflit, désastre naturel. Est-ce qu'on doit avoir la même approche? Est-ce qu'on doit avoir la même approche entre situation d'urgence et ces conflits qui durent 20, 30 ans? Disons, là, il y a vraiment un débat. Mais évidemment, je répète, moi, ma perspective en tant que délégué CICR, c'est vraiment une perspective plutôt urgence, conflit, et sûrement pas, et avec tout le respect pour les gens qui s'occupent des orphelins au Cambodge, mais ce n'est pas ma compréhension de l'humanitaire. Wolf, pour réagir à ce qui a été dit, à ce que vient de dire Lorenzo. Oui. Bon, je crois qu'en effet, il y a un problème en partie de confusion ce qui est humanitaire. Parce que très souvent, surtout en France, quand on parle d'humanitaire, c'est solidarité internationale. Quand moi je parle d'humanitaire, c'est l'humanitaire d'urgence. Le problème étant qu'en fait, il est difficile ces jours-ci d'identifier des situations clairement définies comme urgence, où il n'y a pas de transition. Même le CICR, je me rappelle, en Bosnie, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé le concept de post-crise. En disant, on n'est pas encore dans... on n'est plus dans la crise, mais on est dans une phase de post-crise, donc on est toujours lead agency. C'est-à-dire la reconnaissance que cette question de transition, qui est un problème qu'on discute, l'Union européenne est arrivée en 1992 ou 13, si je me rappelle bien, avec ce qu'on appelle Linking Relief, Rehabilitation, Development, rien s'est passé. Absolument rien s'est passé. Malheureusement, c'est en train de changer. Donc là, il y a un problème conceptuel qu'on a, indépendamment de questions de standards, à mon avis. J'ai vu un chiffre où je me pose la question de quoi est-ce qu'on discute. Là, dans le JSI, vous avez des chiffres. Quel est le pourcentage des organisations auxquelles ils ont posé les questions, le questionnaire, qui respectent les standards FIM? J'ai un chiffre qui me dit c'est 88%. Mais ça veut dire quoi? Bon, ou bien les gens mentent, ou bien c'est standard. C'est-à-dire, la plupart des organisations, en tout cas auxquelles ils ont demandé, c'est 506 ou 560, travaillent sur la base de ces standards. Donc, et dernière petite remarque, là, l'exemple que vous avez donné de Haïti. Ce qui m'embête énormément, quand on prend des situations totalement exceptionnelles, comme le Haïti, comme le tsunami, ce ne sont pas des crises humanitaires classiques, c'est des méga-crises, ou le Pakistan même. Ce sont des situations exceptionnelles et aucune organisation, avec ou sans standard, serait capable de réagir de la meilleure façon à n'importe quel moment. Ce n'est pas possible. Luciano, donc Wolf vient de donner des chiffres là, en disant finalement dans ce milieu-là, on applique, etc. C'est votre sentiment, vous, en tant que représentant d'une grosse ONG? On se sert des standards nécessaires et utiles à l'activité qui nous intéresse.